Bonjour à tous, merci beaucoup d'être parmi nous quand même aussi nombreux. Je passe la parole à Guy Chénet, coordonnateur des éditions Éco-Société. Avec pour seul objectif de l'écraser et de la pousser à la faillite, la Barrick Gold du Canada poursuit Éco-Société pour 6 millions de dollars. La plus grosse compagnie aurifère du monde réclame en effet à Éco-Société et aux auteurs du Noir Canada 5 millions pour dommages moraux compensatoires et 1 million à titre de dommages punitifs. Un tel montant représente 25 fois le chiffre d'affaires annuel d'Éco-Société, ce qui rend cette demande totalement absurde, a fortiori pour un organisme à but non lucratif et pour des auteurs sans fortune. Cette poursuite bâillon, cette slap, est une lourde menace pour le droit à l'information, pour la liberté d'expression et donc pour la démocratie. Nous pensons que l'édition indépendante joue un rôle fondamental pour enrichir le débat démocratique. C'est pourquoi nous refusons de nous faire museler de la sorte et entendons poursuivre notre travail d'éditeur engagé. Éco-Société demande donc au gouvernement du Québec de légiférer rapidement sur la question des slaps. Nous demandons aussi toutes les formes d'appui possibles pour mener ce combat. Envoyez des courriels d'appui, signez la pétition qui se retrouvera bientôt sur notre site. Prenez position publiquement, harcelez votre député, soyez politique. Je souhaiterais pour ma part situer le livre Noir Canada, pillage, corruption et criminalité en Afrique dans la perspective que lui ont donnée ses auteurs. Noir Canada est la synthèse et l'analyse de documents nationaux et internationaux, tous de notoriété publique, portant sur des abus de main-d'œuvre à propos de plusieurs sociétés canadiennes en Afrique. Il porte aussi sur le soutien direct ou indirect dont bénéficient parfois ces sociétés de la part du gouvernement du Canada. Quelles sont ces sources d'informations? Par exemple, les rapports d'experts mandatés par le Conseil de sécurité de l'ONU, des dépositions faites à la Chambre des représentants à Washington, des documents produits par des organisations internationales tout à fait crédibles, Amnesty International, Human Rights Watch, Global Witness, Poe Institute, ainsi de suite. Des articles de correspondants, de journalistes en Afrique, Colette Brackman, Dominic Johnson, Jean Chevronnet, des recherches universitaires, des documentaires, Camille de Vitry, Vincent Munier, des témoignages circonstanciés. Noir Canada s'enquiert du fait qu'un nombre considérable de documents nationaux et internationaux, tous crédibles, font état d'un nombre considérable d'abus, voire de crimes, qu'auraient commis en Afrique un nombre considérable de sociétés canadiennes. Ce qui nous a importé, c'est cette tendance, c'est ce phénomène, c'est cette abondance de sources sur une abondance de cas concernant une abondance de sociétés. S'il est impossible, dans la recherche de la vérité qui est la nôtre, d'être assuré que tout, à la virgule près, dans ces documents, soit absolument exact et vrai pour l'éternité, on ne peut cependant pas croire à l'inverse, que tout soit faux, et qu'on aurait en quelque sorte comploté à l'échelle internationale, du point de vue de toutes ces sources, pour médire à l'unisson contre l'establishment canadien. Le livre Noir Canada ne se substitue pas à la justice et ne porte aucune accusation. Il en appelle plutôt à la création d'une commission indépendante au Canada qui puisse faire la lumière sur tous ces cas. C'est dans ce contexte-là de recherche que les auteurs de Noir Canada ont versé au dossier, parmi plusieurs pièces, un certain nombre de documents faisant état d'une expropriation violente, touchant plusieurs milliers de personnes le 7 août 1996 sur le site minier de Bulyanhulu, en Tanzanie, que détenait alors la Sutton Mining. Selon ces documents rigoureux, du point de vue des critères de la recherche scientifique et journalistique, cette expropriation aurait provoqué des morts dans des situations particulièrement tragiques. Après Tundu Lissu, du Lawyers Environmental Action Team, Stephen Kerr et Kelly Holloway ont fait paraître, le 15 avril 2002, un rapport de 8 pages que vous trouverez ici, dans The Varsity et The Atkinsonian, après avoir enquêté 6 mois sur la question et recueilli des témoignages circonstanciés. Ils en sont arrivés à la conclusion prudente
que les témoignages et les sources concordaient suffisamment pour justifier une enquête indépendante sous l'égide, par exemple, des Nations Unies. Nous avons rapporté ces propos modérés et sensés, déjà accessibles publiquement sur Internet et en rien diffamatoires de quelque façon. Nous avons aussi mentionné que le gouvernement tanzanien, la société Southern Mining et la Barrick Gold, qu'il a acquise après les événements, réfutaient tout en bloc. On reproche souvent aux universitaires de travailler dans leur tour d'ivoire. Nous avons pris acte de cette critique et nous sommes tournés vers la maison d'édition Éco-Société pour exposer au public le résultat de nos travaux. Le débat que Noir Canada cherche à inscrire dans la sphère publique est d'autant plus légitime que l'épargne des Canadiens se trouve investie dans ces sociétés que nous mentionnons parfois par l'entremise de la Bourse de Toronto. Par épargne, nous entendons leurs fonds de retraite, les REER, les placements publics, les placements des institutions financières, et ainsi de suite. Les Canadiens ont le droit de savoir ce que des sources crédibles et sérieuses avancent dans le monde sur leur société. S'ils souhaitent pouvoir agir comme des agents rationnels et informés dans le cadre de cette économie libérale dans laquelle ils sont amenés à évoluer. Tout comme nous avons le droit, Delphine Abadi, William Zaché, moi-même, vous tous qui êtes ici aujourd'hui, et quiconque le souhaiterait, de se pencher sur ces questions librement, sans intimidation. Merci. Je voudrais également souligner que samedi, c'était la journée mondiale de la liberté de la presse et que ce qui nous arrive concerne notre liberté d'expression, mais la vôtre aussi en tant que journaliste, et que ça nous arrive en tant que maison d'édition, mais ça peut nous arriver à plus grande échelle aux journalistes dans leur droit de parole. Radio-Canada, cette semaine, fait une semaine de la liberté d'expression. Je pense que ce sujet-là est parfaitement approprié et important de souligner parce que ce qui se passe est grave. Je vous invite à lire le livre pour avoir plus d'informations parce que ça vous éclairera. Merci de votre présence.